Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager avec vous cette présentation concernant la place et l'indication du traitement antiépileptique dans les épilepsies de l'enfant. Le cadre de ma présentation, je vais parler un peu des principes, des difficultés de la prescription et de la prise en charge thérapeutique, des indications selon les syndromes et enfin des conditions particulières. Quand on prend en charge une épilepsie de l'enfant, on doit avoir à l'esprit que l'épilepsie comporte des syndromes hétérogènes, aussi bien sur leur sévérité, mais aussi sur leur réponse thérapeutique. Donc, il y a certains syndromes qui sont connus comme pharmacosensibles et d'autres sont plutôt pharmacorésistants et donc qui nécessitent une prise en charge plus spécifique. Mais en plus, l'épilepsie ne se limite pas aux crises épileptiques apparentes. Il y a un cerveau en développement, donc le développement cognitif peut être altéré par l'épilepsie, par les antiépileptiques, mais ça peut être aussi en rapport avec la comorbidité associée, la pathologie sous-jacente. Et donc, il faut les prendre en considération dans le choix de la molécule à utiliser. Aussi, pour proposer un traitement adéquat, il faut avoir un diagnostic syndromique précis. Il y a plusieurs phénomènes paroxystiques qui peuvent mimer une épilepsie et donc il y a plusieurs diagnostics différentiels qu'il faut savoir les éliminer, mais aussi pour définir le syndrome épileptique, on sait très bien qu'au tout début de la maladie, c'est parfois difficile de connaître, par exemple, le syndrome de Lennox-Gastaut quand on n'a pas tous les types de crises, on n'a pas le G encore caractéristique. Parfois, c'est difficile de le différencier d'un syndrome de 12, etc. Donc, cette difficulté est fréquente en pratique quotidienne. Quand on va choisir aussi le traitement antiépileptique adapté, il faut savoir qu'on va traiter seulement les crises épileptiques par ces molécules qui sont plutôt maintenant, on utilise le terme anticrise. Aussi, ce traitement peut induire des effets indésirables sur le développement cognitif et donc il faut envisager cette éventualité, essayer de proposer un traitement étiologique si c'est possible, si on ne peut pas le proposer, donc prendre en considération que ce traitement peut altérer le développement cognitif et donc essayer de trouver l'équilibre entre le contrôle des crises, le contrôle de la comorbidité, mais aussi la qualité de vie de l'enfant, sa scolarité, le moins d'effets indésirables possible pour ne pas altérer son développement, pour aussi garantir une observance thérapeutique. Et là, surtout, on a des parents qui vont voir leur enfant, s'ils voient que leur enfant se dégrade, ils ne vont pas accepter ce traitement. Donc, est-ce qu'il y a cette molécule idéale qui est efficace sur le maximum de crises épileptiques, sans risque d'aggravation, sans effet indésirable, sans interaction médicamenteuse? Malheureusement, ça n'existe pas encore. Et encore la difficulté, c'est qu'il n'y a pas, voire très peu de consensus et de guidelines spécifiques pour l'enfant. Donc, on va se référer à l'expérience clinique et aux recommandations de certains experts qu'on va retrouver dans la littérature. Donc, les principes de traitement, bien sûr, on va choisir la molécule en fonction du type de crise, en fonction du syndrome, en fonction du spectre d'action de la molécule, donc tout ce qui entoure l'épilepsie. Il y a aussi la comorbidité, est-ce que l'enfant il a une autre pathologie, est-ce qu'il prend un autre traitement. Il y a aussi toutes les conditions psychosociales, psycho-économiques, les conditions de la famille, mais aussi d'autres particularités à ne pas oublier, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique qui évoluent avec l'âge et surtout, j'insiste sur l'altération du fonction cognitive sur un cerveau qui est en développement. Donc, un petit mot sur la pharmacocinétique. Le nouveau-né, généralement, il a besoin de moins de doses parce que la fraction de diffusion est beaucoup plus importante du fait de l'immaturité protéique et le grand enfant et l'adolescent, au contraire, ils ont besoin de plus de doses. Ils ont un métabolisme accéléré. Il y a aussi les fluctuations du taux plasmatique de fait de l'absorption rapide et n'oubliez pas, les formes LP ont une absorption diminuée par les produits laitiers, donc éloigner les prises de produits laitiers. Alors, en ce qui concerne la fonction cognitive, la majorité des antiépileptiques, malheureusement, peuvent interférer et altérer les fonctions cognitives, surtout l'ancienne génération, et le chef de file, le phénobarbital, mais parmi les nouveaux, le topiramate, il est connu avoir un effet néfaste sur les fonctions cognitives et les fonctions langagières. Et donc, cette altération, elle passe par un renforcement de la transmission inhibitrice et une suppression de l'extabilité, voire même les deux, donc cette altération de cet équilibre. Et les fonctions cognitives qui sont les plus touchées, c'est l'attention, la vigilance et la vitesse de traitement de l'information.
Alors, comment on va réduire ces effets cognitifs? Bien sûr, si on peut traiter le processus sous-jacent, l'étiologie qui va donner aussi bien l'épilepsie que le trouble cognitif. Sinon, en ce qui concerne le traitement antiépileptique, il faut une titration lente, parce que ces effets, on va les observer aussi, surtout au début, la somnolence, la sédation, etc. Utiliser la dose minimale efficace en monothérapie, tout en évitant déjà les molécules qui sont connues ayant un effet cognitif, et on va essayer aussi d'éviter les interactions pharmacocinétiques indésirables. Alors maintenant, est-ce que tous les antiépileptiques, on peut les utiliser dans la population pédiatrique? Oui, la majorité sont utilisés avec bien sûr des dosages adaptés en fonction de l'enfant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une titration qui doit être lente. Donc, on peut faire des paliers par semaine, parfois par quinzaine de jours. Et en plus, il y a certains antiépileptiques qui ont une utilisation préférentielle chez l'enfant, tel que le felbamate, qui a une indication particulière pour le syndrome de Lennox-Gastaut. Là aussi, la lamotrigine, il faut faire attention, surtout dans les associations avec le valproate. Ils ont un effet synergique, mais le risque de réaction allergique est important. Là aussi, le vigabatrin, qui a une indication particulièrement pour les spasmes épileptiques, il a des recommandations et des doses spécifiques pour les spasmes épileptiques, on va en parler après. Le refinamide, qui a une indication limitée pour le syndrome de Lennox-Gastaut. Le cannabidiol, pour le moment, il y a des études de classe 1 pour démontrer son efficacité dans le syndrome de Dravet et le syndrome de Lennox-Gastaut. Et j'ajouterai le styripantol, qui est indiqué pour le syndrome de Dravet en association avec le valproate et le clobazam. Donc, vous voyez, il y a un arsenal thérapeutique très large qui peut être utilisé chez l'enfant. Maintenant, comment on va choisir les antiépileptiques? On commence par l'enfant. Alors, comme je l'ai dit, pour la première monothérapie, il n'y a pas beaucoup d'études de classe 1, seulement dans les épilepsies focales, sur la place de l'oxcarbazépine, et pour l'épilepsie absente, sur la place de l'éthosuximide et de valproate. Pour les autres, c'est vraiment des recommandations d'experts, et vous voyez que la majorité des antiépileptiques peuvent être utilisés. Ne pas oublier le risque aggravant de la carbamazépine, de la phénitoïne, mais aussi du vigabatrin dans les épilepsies généralisées et les épilepsies absentes. Et je vais parler là un petit peu de l'EPCT et de l'épilepsie absence qui sont fréquentes en pratique pédiatrique. Donc, pour l'épilepsie à pointe centrotemporale, on sait très bien qu'elle fait partie des épilepsies les plus sensibles au traitement. On peut utiliser le valproate et la carbamazépine, mais aussi l'oxcarbazépine et l'évétéracétate. Et donc, dès qu'on a le patient, on peut dégager certains facteurs de moins bonne réponse au traitement. C'est l'âge de début avant 3 ans, la présence d'emblée de crises tonico-cloniques généralisées et la fréquence relativement élevée des crises avant de commencer le traitement. En ce qui concerne les antécédents de crise néonatale, de crise fébrile ou d'histoire familiale d'épilepsie, n'interfèrent pas sur la réponse au traitement. De même, si le patient il a commencé par un état de mal avec un déficit post-critique, les données aussi de l'EEG n'ont pas de corrélation avec la réponse au traitement. Mais parfois en pratique, on peut avoir certains cas atypiques, là comme pour cet enfant âgé de 6 ans qui commence à avoir quelques rares crises cloniques focales et avec un EEG donc typique d'une EPCT, en accord avec les parents, décide de ne pas traiter, de surveiller. À l'âge de 10 ans, il présente des crises tonico-cloniques généralisées, traitées au début par valproate puis carbamazépine. Au début, il y a eu une bonne évolution, puis apparition de myoclonie, de troubles du comportement, de régression scolaire. Et quand on fait l'EEG, donc il y a une forte activation des anomalies pendant la veille et le sommeil, réalisant l'aspect de pointante continue du sommeil. Et là, donc, on est face à une aggravation paradoxale par la carbamazépine qui peut être observée, surtout quand les enfants présentent des anomalies assez abondantes à l'EEG initial. Donc, dans ce cas, il faut se méfier, éviter la carbamazépine. Pour cet enfant, il a fallu d'arrêter la carbamazépine pour obtenir une normalisation clinique et une amélioration de l'EEG. Alors, en ce qui concerne l'épilepsie absence, l'éthosuximide reste le traitement du choix. Puis le valproate s'il y a la présence de crise généralisée tonico-clonique. En cas d'échec de ces deux molécules, on peut utiliser la lamotrigine. Et en dernier recours, donc on peut associer valproate et lamotrigine
ou on peut aussi associer le clobazam. Donc, elle reste parmi les épilepsies les plus sensibles au traitement, donc jusqu'à 90% de bonnes réponses. Mais en pratique aussi, on est confronté parfois à des situations difficiles, surtout que le tusucimide n'est pas disponible dans tous les pays. Nous, en Tunisie, on n'en dispose pas. Et donc, par exemple, cet enfant qui commence à avoir des absences à l'âge de 3 ans, donc il est mis sous valproate, il ne répond pas. En plus, il développe des effets indésirables. Et avec le temps, donc il y a eu un fléchissement scolaire. Et donc là, le clinicien il est face à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer à la lamotrigine? Est-ce qu'il faut associer le clobazam? Ou bien on demande aux parents de ramener le tosuximide de l'étranger. Et même s'ils vont le ramener, ça va demander du temps. Donc, vous voyez, en pratique, on est parfois confronté à plusieurs difficultés et parfois on n'est pas obligé de suivre les recommandations. Et donc, pour cet enfant, on a décidé d'associer la lamotrigine vers la fréquence élevée des crises et on a recommandé aux parents de ramener le tosuccinide. Donc, sous bithérapie valproate lamotrigine, l'enfant continue à présenter des crises plus quotidiennes. Et là, pendant ces crises, il faisait même des fuites d'urine, il était gêné, il y avait même un refus scolaire, il refuse d'aller à l'école, les instituteurs et les copains le refusent à l'école. Mais heureusement, dès sa mise sous tosuccinide, donc il y a eu une disparition des crises sur le plan clinique et électrique. Et là, on est en train de dégraisser progressivement la lamotrigine. Il est encore stable sur le plan clinique électrique et donc la prochaine étape sera peut-être de diminuer le valproate, de garder le tosuccinide parce qu'il a démontré son efficacité. Donc, dans l'épilepsie absence, on peut utiliser les 4 molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi on peut utiliser parmi les nouveaux, donc le lévétiracétam, le topiramate et le zonisamide. Donc, pour l'épilepsie absence de l'enfant, les éléments de bonne réponse, c'est quand on a des crises qui vont durer à peu près une dizaine de secondes, alors que les éléments d'une moins bonne réponse, ils sont nombreux. Déjà, l'échec du premier traitement, l'existence de crise généralisée tonico-clinique, le fait que l'EEG, il y a un ralentissement de rythme de base ou un ralentissement de la décharge qui n'est pas aussi typique de l'absence, une photosensibilité et la présence aussi de myoclonie. Tous ces éléments prédisent une moins bonne réponse au traitement antiépileptique. Alors, en ce qui concerne le nourrisson et le nouveau-né, qu'en est-il la situation? Alors, l'approche de l'épilepsie du nourrisson, il est confronté à plusieurs questions. Alors, où est-ce qu'on peut traiter? Bien sûr, tout pédiatre qui va voir l'enfant en première consultation, bien sûr, peut proposer un traitement épileptique, mais après l'échec de la première monothérapie, ne pas hésiter à référer ses enfants vers des centres tertiaires, donc des centres d'experts pour la prise en charge adaptée. Quand on peut traiter, là, il faut traiter dès la première crise non fébrile. Donc, le principe de wait and see, il est rarement utilisé vu le risque élevé de récidive chez ces enfants. Et on va voir des exemples. Comment traiter, là, on voit la fréquence des encéphalopathies épileptiques à cet âge qui nécessite une augmentation rapide des doses et une surveillance étroite dans des centres spécialisés. Pour le choix de la molécule, il n'y a pas suffisamment de preuves pour montrer la supériorité d'une molécule par une autre. Et quel est le temps opportun pour arrêter le traitement? Là aussi, il n'y a pas de recommandation claire. Donc là, il faut voir au cas par cas en fonction du délai pour obtenir l'équilibre thérapeutique, en fonction de l'étiologie et en fonction du contexte. Alors, pour le principe de wait and see, là, un exemple de naissance de 7 mois qui présente des clonines enragées avec une hypersalivation, des épisodes qui sont survenus pendant le sommeil. On fait 2 fois un EG de veille de sommeil, il est normal, l'imagerie, il est normal. Donc, on décide de ne pas traiter et de le surveiller. Et 2 mois après, il survient pour la récurrence de plusieurs épisodes faits de clonies des 4 membres et des clonies laryngées. Et là, quand on fait l'EG, il y a des anomalies assez abondantes. Et là, l'enfant, bien sûr, il a été traité, mais dans cette condition, il vaut mieux traiter dès le premier épisode, même si on a un bilan initial normal. Là, parce qu'on sait que le risque de récidive, il est assez important. Pour les encéphalopathies épileptiques, là, il nécessite une prise en charge rapide et une augmentation des doses avec une surveillance étroite, de préférence dans des centres de référence. Là, un exemple d'un enfant qui présente des spasmes épileptiques classiques.
dans un contexte d'hypoxo-ischémie. Donc là, le vigabatrin, il est proposé à forte dose, 100 mg par kilo par jour pendant 7 jours. Là, l'enfant, il diminue les crises, mais il continue à avoir des spasmes, il a encore l'hypsarythmie. Et donc, il faut aller rapidement vers une escalade thérapeutique, augmenter les doses de vigabatrin. Et s'il n'y a pas de réponse, aller à l'hydrocortisone parce que c'est le seul élément pour garantir une disparition des spasmes, une amélioration, voire normalisation de l'EG et un meilleur pronostic neurologique. Donc, voici rapidement le protocole des spasmes épileptiques. Donc, avant un an, on utilise le Sabril 100 puis 150 mg par kilo par jour à une semaine d'intervalle. En cas de non-réponse, ça sera l'hydrocortisone. Puis le Synactène, donc toujours à 15 jours d'intervalle. Et en l'absence de réponse, on peut tenter une deuxième cure d'hydrocortisone ou proposer d'autres antiépileptiques. Nous, on a l'habitude d'utiliser l'Iputamax qui a une bonne efficacité sur les spasmes. Là, il y a des nouvelles recommandations. Quand l'enfant présente un retard préexistant avant l'apparition des spasmes, là, ça ne sert à rien de commencer par le Sabril tout seul. Il faut associer d'emblée Sabril hydrocortisone 15 jours. Puis, s'il n'y a pas d'amélioration, passer au Synactène et suivre le même protocole. En cas de rechute ou corticodépendance, donc que ce soit essayer une autre fois la corticothérapie ou bien aller au régime cétogène. Et là, on va en parler un petit peu sur la place du régime cétogène qui apporte des bénéfices importants pour les enfants. Et enfin, pour les enfants de plus d'1 an, donc c'est les mêmes protocoles, juste en adaptant les doses qui sont moins importantes que le jeune enfant. Voilà, donc pour les autres syndromes épileptiques, quelle molécule, vraiment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de preuve de supériorité. Donc la seule étude de niveau A concerne l'efficacité de lévétiracétam dans l'épilepsie focale de l'enfant. Sinon, pour les autres épilepsies, c'est des recommandations d'experts. Donc on peut utiliser différents antiépileptiques. Bien sûr, toujours, en cas d'échec de la première monothérapie, référer le nourrissant vers un centre spécialisé. La polyencéphalopathie épileptique, comme on l'a vu pour le syndrome des spasmes épileptiques, il faut une escalade thérapeutique rapide, donc une surveillance étroite. Et pour le choix de la molécule, le seul étude de niveau A a montré l'efficacité du stiripentol en association avec le valproate et le clobazam dans le syndrome de Dravet. Toujours attention au risque de traitement aggravant. Et bien sûr, pour les autres encéphalopathies épileptiques, les différents antiépileptiques peuvent être utilisés. Et là, vous voyez, pour les spasmes épileptiques, on trouve que le vigabatrin, c'est des recommandations d'experts. Nous, on utilise les recommandations de l'hôpital de Paris. Par contre, le vigabatrin reste le traitement de première intention en cas de sclérose tubereuse de Bournevis. Là, vous savez très bien que les spasmes qui surviennent dans le cadre d'une STB répondent très bien au traitement, comme c'est le cas de ce nourrissant, où il y a une disparition des spasmes et des crises focales dès sa mise sous vigabatrin. Pour le moment, il garde un bon développement neurologique et un examen neurologique normal. Alors, pour le nouveau-né, vous savez très bien que les études sont très, très limitées. Les épilepsies du nouveau-né sont dominées par les épilepsies d'étiologie structurelle et métabolique. Les épilepsies autolimitées, même s'il existe, elles sont rares. Et les encéphalopathies épileptiques géniques aussi sont rares. Donc, quand on prend en charge un nouveau-né, il faut avoir à côté des traitements d'urgence, le phénobarbital, le lévétiracétam injectable, il faut avoir un arsenal vitaminique, donc parce qu'il y a des épilepsies vitaminosensibles, la pyridoxine, le phosphate de pyridoxal, l'acide folinique, etc., la biotine, et donc ils font partie du traitement d'urgence des épilepsies du nouveau-né. Là, 2 cas, histoire classique de 2 enfants, âgés actuellement de 7 et de 15 ans. On trouve dans leurs antécédents des décès précoces, que ce soit dans la fratrie ou chez des cousins proches. La grossesse, l'accouchement peuvent se dérouler normalement. On peut avoir parfois une histoire de détresse respiratoire neurologique. Une histoire classique, c'est le début dès la première heure après la naissance, de ces épisodes d'agitation, de pleurs, de cris incessants, de pétalage. Donc, c'est ce qu'on appelle les bébés Duracell. Et là, je suppose que vous avez fait le diagnostic. Voilà, ces enfants présentent à l'EEG. À gauche, vous avez l'aspect du suppression burst et à droite,
un aspect de tracé complètement désorganisé avec la chance d'enregistrer une crise épileptique avec une activité rythmique. Donc, il s'agit d'une encéphalopathie épileptique précoce avec suppression burst. Ces deux enfants ont été traités au début par phénobarbital, 2 doses, le clonazepam, mais sans aucun effet. Ces enfants rencontrés s'aggravent, ils présentent un état d'agitation, d'irritabilité. Et là, il suffit de leur donner la dose de l'épiridoxie pour avoir une cessation rapide des crises épileptiques. Donc, il s'agit là d'une pyridoxino-dépendance qui a été confirmée, bien sûr, génétiquement chez ces deux enfants. Voilà, donc le G à gauche, quelques jours après vitamine B6, donc il y a une normalisation de l'EG, même si le développement cognitif ultérieur n'est pas vraiment fameux par rapport à la réponse initiale au traitement. Donc, certains enfants peuvent garder des troubles cognitifs, des difficultés scolaires, voire même des anomalies à l'EEG qui sont persistantes. Donc, un traitement étiologique doit être toujours proposé pour ces enfants. Donc, il faut chercher une étiologie curable. Et les étiologies curables ils sont de différents niveaux. Ça peut être une épilepsie pharmacorésistante qui peut être proposée pour une chirurgie adaptée, une chirurgie d'une malformation, une hémisphérotomie pour un syndrome de Rasmussen, mais aussi la vitaminothérapie pour une péréduction de dépendance, le régime cétogène pour en cas de déficit en protéines transporteurs de glucose type 1 ou un traitement de l'acide folinique en cas de défaut de transport de l'acide folique au niveau cérébral. Donc, le traitement étiologique doit être discuté à chaque niveau. Donc, ce traitement étiologique, maintenant, la génétique nous aide beaucoup. Donc, pour la péridinoxine-dépendance qui est liée à la mutation du gène ALDH7A, il donne une encéphalopathie épileptique précoce qui est sensible à la vitamine B6, le déficit en GLUT1, avec une très bonne réponse au régime cétogène, et l'encéphalopathie par déficit en récepteur au folate, qui a une bonne réponse à l'acide folinique, surtout au niveau des symptômes, au niveau des mouvements anormaux de l'épilepsie, mais une moins bonne réponse sur le développement cognitif. Là, un exemple d'un enfant qui présente déficit en GLUT1 classique, donc une épilepsie absence qui commence précocement dès l'âge de 2 ans, avec des crises fréquentes sur le plan clinique et électrique, un enfant aussi qui avait un retard du langage, et la confirmation génétique existe, donc la mutation du gène SLC2A1 en rapport avec cette maladie, et la très bonne réponse au régime cétogène, donc la disparition des crises, la normalisation de l'EG au bout de 3 mois de régime, et donc c'est un régime qui sera proposé à vie. Donc, le régime cétogène, vous savez très bien, il se base sur un régime riche en lipides, contrôlé en protéines et pauvre en glucides ou en hydrates de carbone. C'est un traitement de première intention dans le déficit en GLUT1 et dans le déficit en pyruvate déshydrogénase, mais il peut être proposé comme aussi une alternative thérapeutique dans certaines encéphalopathies épileptiques et dans certaines épilepsies aussi réfractaires. Donc, même si ça demande un centre spécialisé, une équipe formée en diététique, mais c'est un régime qui reste relativement facile à initier et à expliquer à la famille et aux parents. Donc là, la génétique nous apporte aussi beaucoup d'éléments. Il y a certains antipéleptiques qu'on peut utiliser préférentiellement quand on a la détermination de la mutation génique, telles que la phénitoïne, la carbamazépine, qui peuvent être proposées dans des encéphalopathies épileptiques néonatales précoces avec ou sans suppression burst, quand on a les canaux potassiques ou sodium qui sont impliqués. Il y a aussi la place de la rapamycine qui intervient sur la voie mTOR dans la sclérose tubereuse de Bournonville. Et il y a d'autres pistes thérapeutiques qu'on espère vont apparaître dans le prochain futur. Il y a d'autres pistes certainement qui vont nous apporter d'autres traitements adaptés tels que la ritegabine et la mémantine qui ne sont pas connus comme des antipéleptiques, mais aussi ça peut nous donner des éléments pour comprendre et sélectionner quels sont les patients qui sont susceptibles de développer plus des effets indésirables, quels sont les patients qui sont à risque à une pharmacorésistance. Donc, ça va nous permettre de mieux comprendre l'évolution des malades et donc d'orienter le choix de la molécule antiépileptique.
Alors, la réponse à long terme, même si l'épilepsie de l'enfant, il est connu par sa pharmacosensibilité qui est plus importante que chez l'adulte, avec un taux de rémission de l'ordre de 70% des cas. Donc, il y a certains facteurs prédictifs qui peuvent nous aider pour déterminer la réponse à long terme. Il y a certainement les caractéristiques de l'épilepsie en ce qui concerne le type, le syndrome, la fréquence des crises, mais il y a aussi la comorbidité psychiatrique, mais le choix de la molécule, la dose, sa tolérance, le retard de traitement vont être aussi comme des facteurs prédictifs à long terme. Donc, certains éléments sont considérés de bonnes réponses chez l'enfant, que ce soit à court et moyen terme. Bien sûr, quand on est dans le contexte d'une épilepsie autolimitée, quand on a une IRM normale, l'absence d'état de mal épileptique et la bonne réponse à la première monothérapie avec une obtention d'une rémission de 1 an, ça sera un élément d'une bonne évolution à long terme. Alors que quand on a des lésions à l'IRM, un déclin cognitif, des crises fréquentes ou des crises qui surviennent en cluster, un patient qui présente plusieurs types de crises, généralement, on a une moins bonne réponse à long terme. Et là, c'est des éléments qu'on peut dégager dès la première consultation en épileptologie. Maintenant, quelques situations particulières rapidement. Là, dans la sclérose tubereuse de Bournevis, c'est une condition où on peut proposer un traitement préventif avant l'apparition des crises épileptiques, parce que les études ils ont démontré que quand on traite dès l'apparition des anomalies à l'EEG, on va diminuer le risque d'épilepsie, et même si cette épilepsie elle va apparaître, on a moins de pharmacorésistance et moins de spasmes épileptiques, puisqu'ils sont corrélés à un plus mauvais pronostic cognitif. Donc, il est recommandé de surveiller par des vidéos EEG de façon rapprochée. Il a le schéma des recommandations européennes. Donc, pendant les 6 premiers mois, on va faire une vidéo EEG toutes les 4 semaines, puis entre 6 et 12 mois, toutes les 6 semaines, et entre 12 et 24 mois, tous les 3 mois. Et dès que l'apparition de crises cliniques, de crises électriques ou même d'anomalies EEG, il faut proposer le traitement. Et le traitement de première ligne reste le vigabatrin. En cas d'épilepsie avec pointante continue de sommeil, la place du clobazam comme un traitement de première intention, qui peut être aussi suivi par l'éthosuximide. Sinon, c'est la corticothérapie au long cours avec des paliers progressifs. Donc, ce sera une corticothérapie de longue durée, donc 1 an, voire 2 ans pour les enfants âgés de plus de 4 ans. Et ça a démontré, malgré que c'est un traitement contraignant, il y a beaucoup de restrictions pour les enfants, mais ça a démontré son efficacité par rapport aux autres antiépileptiques. En ce qui concerne le syndrome de Dravet, là aussi, qui est connu par les états de mal fréquents, fébriles au début, donc il faut les traiter par le clonazepam, éviter le phénobarbital, pour ceux qui ont l'habitude de traiter les états de mal par le phénobarbital, parce que ça peut aggraver. Sinon, le traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le styripentol en association avec le valproate et le clobazam chez le jeune enfant. Et après, on peut associer le topiramate, le lévétiracétam ou le fenfluramine parmi les nouvelles molécules. Et surtout, éviter tous les traitements aggravants des myoclonies, donc la lamotrigine, la phénitoïne, etc. Pour le syndrome de Lennox-Gastaut, là, dès la première consultation, généralement, on a tendance à utiliser le valproate parce qu'il a un spectre d'action qui est large, donc il peut agir sur les différents types de crises que présente ce syndrome et il ne risque pas d'aggraver les autres. Et après, donc, après le valproate, on peut associer que ce soit la lamotrigine ou le topiramate selon la fréquence des crises épileptiques, selon le type de crises qui sont prédominantes. Et là, je vous propose cette démarche, c'est de commencer par le valproate et on peut associer d'emblée le clobazam à petite dose. Donc, on peut utiliser une association thérapeutique d'emblée. Puis, si le patient présente plus des crises atoniques et des absences atypiques, là, on va baisser un peu le valproate et on associe la lamotrigine à dose progressive. Par contre, s'il présente une prédominance des crises toniques, là, dans ce cas, on va plutôt préférer le valproate ou le clobazam associé au topiramate. Si le patient continue à présenter des crises, ou plutôt qu'il présente des crises toniques, atoniques et des absences atypiques, là, on peut que soit associer les deux, la lamotrigine et le topiramate. On peut associer que soit aussi parmi les anciens, le phénobarbital, la carbamazépine, ou proposer des nouvelles molécules, le rufinamide ou le felbamate. Donc là, les recommandations
ne sont pas strictes, donc ça va dépendre vraiment de la fréquence des crises, le type de crise prédominant, mais aussi des molécules qui sont disponibles. Là, par exemple, le rufinamide, il est très, très cher et on n'a pas pu vraiment l'utiliser chez nos patients. Donc, pour résumer, quand on prend en charge une épilepsie de l'enfant, il faut essayer de développer un traitement adapté et efficace selon le type de l'épilepsie, selon le syndrome épileptique. On va essayer à chaque étape d'éviter les traitements aggravants qui aggravent les crises épileptiques, qui aggravent les troubles cognitifs préexistants, tout en respectant le développement cognitif et le développement cérébral de l'enfant. Pensez toujours à rechercher une cause curable qui peut être un déficit vitaminique, une maladie métabolique, mais aussi une épilepsie chirurgicale parce que c'est le seul garant d'une meilleure réponse au traitement. Et je pense qu'actuellement, la génétique va nous aider dans notre choix thérapeutique pour développer une médecine personnalisée le plus tôt possible. Voici donc, je vous remercie pour votre attention et voici notre équipe de neurologie pédiatrique. Donc, tous mes remerciements à notre équipe. Merci à vous.